Jean-Louis Billon, beaucoup d'Ivoiriens se préoccupent de la lassitude des vieux visages de la politique ivoirienne. Est-ce que vous partagez cela? Je pense que 2025, comme je l'ai dit, ce sera une nouvelle génération. Je le souhaite et je vais participer à l'avènement de cette nouvelle génération en politique. Ça vous arrange quand on parle de nouvelle génération? Ça m'arrange. Ça vous évite de faire un combat? Non, je n'ai pas peur des combats. Je n'ai pas peur des combats, mais je pense qu'il y a un temps pour tout. Nous avons eu 30 années de politique avec une équipe en place et on va commencer un nouveau chapitre avec une autre équipe, aussi bien dans l'opposition qu'à la gestion du pouvoir d'État. Donc vous êtes de ceux qui pensent que le monde politique et son manque de renouvellement est une maladie en Côte d'Ivoire? Disons que le renouvellement ne se fait pas suffisamment vite. Mais pour ma part, j'ai engagé des combats politiques très tôt. Vous avez rappelé mon cursus, et c'est depuis les années 95, dès que je suis rentré, que j'ai pris un engagement et que me suis mesuré aux élections, je les ai remportées. En 1995, Jean-Louis Billon, vous rentrez en Côte d'Ivoire, vous l'avez rappelé tout à l'heure, et vous intégrez le groupe familial SIFCA. En 2001, vous en prenez la tête jusqu'à ce jour. Que répondez-vous à ceux qui estiment qu'un riche héritier n'a pas la même réalité que la plupart des Ivoiriens et ne peut pas les représenter? Mais ce riche héritier n'est pas différent des riches héritiers que vous voyez dans le monde entier et qui dirigent d'autres pays. Et pourtant, ils assurent la réussite de leur nation. Et ce que je souhaite, c'est faire en sorte qu'il y ait plus d'Ivoiriens qui arrivent à ma condition et qui puissent avoir des entreprises, avoir un patrimoine, qu'ils puissent transmettre demain à leurs enfants. Il n'y en a pas suffisamment en Côte d'Ivoire. Il vaut mieux enrichir les Ivoiriens que les maintenir dans la pauvreté. Vous dites que vous êtes favorable à la limitation d'âge. En même temps, vous dites que vous souhaitez, vous n'avez pas de problème avec le fait qu'Henri Konan Bédié garde la tête du PDCI-RDA. Il est bon pour être le président du PDCI-RDA, mais pas bon pour être candidat à la présidentielle? Parce que je pense que lui-même l'a dit il y a quelques années, parce qu'il a géré la Côte d'Ivoire et il sait qu'à un moment donné, c'est plus difficile à un certain âge. Donc il en a parlé lui-même bien longtemps avant les autres. Mais ce qu'il a dit est valable pour tous les autres candidats. On parle de la gestion de la chose publique, de la gestion de l'État. C'est la fonction la plus exigeante. Et pour cela, je pense qu'il faut avoir toute sa capacité, physique surtout, intellectuelle, pour bien diriger la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. À tous, on vous reproche d'avoir introduit la violence dans la gestion des affaires estudiantines. Comment vous vous défendez? Parce que dans beaucoup d'esprits, cette image demeure. Damana Picasse. Non, il n'y a pas... Non, les gens parlent de la violence sans trop savoir ce qui s'est passé. Vous savez, la FESI est une organisation qui a été violentée elle-même. Voilà, violentée elle-même. Donc qui a répondu avec la violence? Oui, c'est-à-dire à un certain moment, on a été obligé d'adopter notre attitude au comportement du gouvernement qui nous martyrisait. Vous avez vu suivre avec tout le monde la descente des militaires à la cité universitaire de Yopougon, les 17-18 mai 1991. Les étudiants étaient endormis et on a envoyé l'élite de l'armée, la FIRPAC, la force d'intervention rapide des paracommandos. Ce n'est pas le rôle d'une armée de descendre dans un campus. Il y a la police, il y a la gendarmerie. Et ils ont envoyé cette violence brutale, voilà, qui a agressé les étudiants sous le fallacieux prétexte qu'ils étaient trop bruyants. Donc vous pratiquiez à l'époque la légitime défense. Et donc, je vous le dis, de 90 jusqu'en 2000, le gouvernement n'a cessé chaque année d'opérer des descentes dans les campus, d'opérer des descentes à l'université. Et ça fait que nous avons développé un réflexe d'autodéfense, un réflexe de survie. Voilà. Ce qui a pu faire croire qu'on était violent, mais non. C'est le gouvernement qui nous a imposé la violence et qui a justifié notre réaction. Quand on dit Boga Sako Gervais, on pense tout de suite défenseur de Laurent Gbagbo. Et Laurent Gbagbo revient au pays après la longue expérience judiciaire qu'il a connue, à La Haye notamment. Vous dites, à son retour, le retour du président Laurent Gbagbo, pour nous, c'était le summum de l'espoir.
J'étais convaincu que rentrer au pays, le président Gbagbo nous aiderait à réconcilier toute la Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens et permettre au pays de regarder l'avenir. Hélas, le 17 juin 2021, précisément à 16h25, lorsque son avion a atterri, nos espoirs se sont envolés. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour que vous, défenseurs du président Laurent Gbagbo, vous vous retrouviez à faire une telle sortie? D'abord, l'exil nous a coûté 10 ans. Mais je suis militant des droits de l'homme depuis 1994. C'est cela. Donc ça va faire bientôt 30 ans. Donc Dr Bouga ne peut pas être le défenseur que du président Laurent Gbagbo. J'ai défendu des Ivoiriens ici. J'ai défendu les droits de l'homme. Et je continuerai toujours à le faire. Sauf que, regardez ceci. Quand on passe 10 ans en exil, nous, on prend le problème à la racine. Hein. On estime que la Côte d'Ivoire pouvait être mieux dirigée, pouvait être mieux gouvernée, si on tenait compte de tous les principes des droits de l'homme, si on changeait la commission électorale indépendante, si on mettait tout à plat, et que le meilleur candidat, bien élu par les Ivoiriens, dirigeait la Côte d'Ivoire. C'était ça, notre rêve. Et on a défendu quelqu'un. Et moi, j'estime que quand on arrive au pays, il avait maintenant la position de voir, par exemple, avec le président Henri Konan Bédié, qui est de l'opposition, comme lui, et puis ensemble, ils allaient se concerter, rencontrer le chef de l'État pour dire, bon, on s'est battu, maintenant ça suffit, mettons en place les canevas pour qu'on aille de l'avant. Mais dès que le président a atterri, on a dévié, on a laissé les problèmes fondamentaux de la République, de notre combat en fait. On a laissé ça pour parler d'autres choses. Et ça, moi, je ne peux pas avoir passé 10 ans de ma vie, de ma carrière. Et puis, au moment où on va maintenant faire face, on est rentré au pays, M. Ouattara est au pays. C'est-à-dire, on l'a critiqué à l'extérieur. Maintenant, Dieu merci, il a accepté que nos droits de retourner dans notre pays soient respectés. On vient, on le trouve. Maintenant, il faut lui parler pour dire, bon, il y a des prisonniers. Est-ce qu'on ne peut pas tourner la page pour aller de l'avant? Non. Depuis pratiquement 3 mois, 4 mois, on est dans d'autres guéguerres. Des guéguerres internes à son parti politique, à sa famille et tout ça. Moi, je suis pas... Non. Vous êtes déçu? Oui, profondément, je suis déçu. Ça, je le dis parce que je pensais mieux. Regardez, vous pensiez à quoi, notamment? Je pensais au retour de tous les exilés. Par exemple, aujourd'hui, M. Charles Blé Goudé est encore hors de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas pourquoi. Les deux ont comparu. Les deux ont été acquittés. Et personne... Et puis on dit, bon, peut-être qu'on a fait une motion au cours du congrès du PPA pour en parler, mais ce n'est pas assez. Moi, j'estime que le leader, c'est lui qui porte. Pourquoi? Et d'un point de vue juridique, je ne comprends pas. C'est pour ça que j'ai écrit au nom de la structure, la FIDOP, au président de la Cour pénale internationale, pour dire que c'est de sa responsabilité que M. Charles Blé Goudé rentre dans ce pays. Et puis, autre chose, de vous à moi, avec ce qu'on a connu dans ce pays-là, est-ce qu'on peut avoir une quiétude, une sérénité tant que M. Guillaume Soro est à l'extérieur? C'est-à-dire, les leaders là, avant qu'ils ne partent, le pays que vous faites nous a laissé là, ils doivent au moins nous le rendre pour les générations à venir. C'est ça le problème de fond. Parce que nous, on va se battre la cherté de la vie. Un matin, quand ils sont candidats, tout est à plat. Vous savez, la dernière élection de 2020, ce qu'on a connu, près d'une centaine ou une 200 de morts encore. Et 2025, c'est pour ça que la société civile, aujourd'hui, là, nous décidons de nous impliquer à notre façon. Là, aujourd'hui, il y a ma consoeur Chéri Balé qui a fait une activité, etc. Moi, on était à Yamoussoukro à soutenir. Parce qu'on veut, cette fois-ci, s'impliquer pour que ce pays recouvre une paix sereine. Laurent Gbagbo a décidé de laisser le FPI aux mains de Pascal Affi-N'Guessan. Il a créé son nouveau parti politique sur fond de positions qu'on lui connaît. C'est des positions historiques, souverainistes, panafricanistes. Quel commentaire faites-vous? J'étais le 9 août 2021 dernier invité en tant que vice-président de EDS au Palais de la Culture, où l'annonce a été faite. Je suis resté un peu sur ma faim, parce que dans mon schéma, les gens ne veulent pas qu'on pense. C'est-à-dire que, je le dis, je fais une petite parenthèse, c'est-à-dire que quand Laurent Gbagbo a pensé, personne d'autre ne doit penser. Ah, je suis universitaire, je suis intellectuel. Même mon père, il parle. Je peux avoir la latitude de dire à mon père, ce que tu as dit, je comprends, mais non, chez eux, il y a Dieu sur terre. Non, je refuse. J'aurais préféré qu'il trouve un minimum d'entente avec M. Affi-N'Guessan. On m'a dit non, mais docteur Boga, tu fais une mauvaise lecture. Affi-N'Guessan, c'était le diable, etc. Simone aussi est diablesse. Blé Goudé aussi. Bon, finalement, vous avez clairement pris fait et cause pour Simone Gbagbo? Je l'admire. Et j'ai de la compassion. Parce qu'en exil, ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, ce n'est pas digne. Et les gens qui ont fait ça, qui l'ont insulté jusqu'à dans son intimité, ce sont des gens du FPI. Et le FPI de Gbagbo, là, ils les connaissent. Et parce que je l'ai défendu, ils m'ont même attaqué, racontant des balivernes.
Vous savez, cher ami, on peut faire de la politique, mais il faut avoir un peu de décence. Cette dame-là, c'est une université, c'est une grande dame. Je dis souvent aux gens, je le répète encore sur votre plateau, si vous me permettez, je dis en Afrique, vous pouvez citer des grandes dames politiques de cette carrure-là. Vous n'allez pas trouver 2 ou 3 sans Vous êtes elle. resté proche d'elle. C'est quoi son état d'esprit aujourd'hui, Simone Gbagbo? Mais ce n'est pas que je sois resté proche ou loin, non. En fait, les Gbagbo, je ne suis pas proche d'eux. Mais quand j'ai vu cela, j'ai dit, non, je ne peux pas l'accepter. Moi, je veux être un homme juste. Je ne peux pas accepter que... Attendez, souvent quand on parle de ça, on dit, oui, mais est-ce qu'il n'est pas libre de divorcer? On ne parle pas de divorce, ne descendez pas si bas. Là, on parle de respect de la dignité d'une femme de valeur. C'est de cela qu'il s'agit. Mais qui n'a jamais divorcé? Moi, j'ai divorcé. Où est le problème? Mais non, et il y a pire. Et je profitais aujourd'hui pour dire aux gens, quand je parle du 17 juin, à l'arrivée du président, vous savez, quand on a été ancien chef d'État, on a incarné la Constitution, donc on connaît la loi. Où voulez-vous en venir? Je veux en venir au fait que, légalement, vous êtes encore marié. Légalement, il l'est encore. Donc, avant de présenter une autre femme, on fait attention. Parce que les jeunes nous regardent. Dans ce pays, il n'y a pas de polygamie. Et moi, ça me gêne tout ça. Et quand vous parlez comme ça, on dit non, il a insulté Laurent Gbagbo. Je n'ai pas appris à insulter. Moi, je n'insulte pas les aînés. Mais je veux que les choses soient selon la loi. Parce que vous savez, quand tu es défenseur des droits de l'homme, tu t'appuies beaucoup sur la loi. Et celui qui a incarné la Constitution, qui a été le président de notre pays, c'est un modèle. Vous êtes l'une des seules, sinon la seule femme présidente de région de la Côte d'Ivoire. Alors, vous annoncez plusieurs réformes. Vous arrivez au ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Vous annoncez plusieurs réformes. Quelles sont ces réformes? Qu'est-ce que vous voulez changer encore? Écoutez, je veux entrer dans la vision du président de la République, qui a positionné aujourd'hui la Côte d'Ivoire comme pays émergent. Et l'administration publique est le fer de lance du développement, il ne faut pas l'oublier. Ce qui exige du ministre de la fonction publique un engagement pour faire en sorte que cette administration soit performante et que nous ayons, dans le même temps, des ressources humaines bien formées, bien recrutées, bien encadrées dans le cadre de l'exercice de leur fonction, de leur carrière de fonctionnaire. Tout cela permettra donc à l'administration d'être compétitive. À côté de cela, vous l'avez dit tout à l'heure dans votre introduction, la fonction publique a également ces petits bobos. J'aime bien appeler les petits bobos, ça existe partout. Comment faire pour redorer l'image de cette maison vitrine de notre administration publique? Comment faire pour repositionner le fonctionnaire comme agent de développement? Je vous prends. On vous a connu comme une figure du RHDP et à quelques mois de la présidentielle de 2020, vous sortez du RHDP. Jusqu'à ce jour, beaucoup d'Ivoiriens ne comprennent pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je ne sais pas pourquoi ils ne comprennent pas, parce que nous avons expliqué, des fois on ramène notre sortie du RHDP seulement au choix d'Amadou Gon Coulibaly. Voilà. Oh, ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ça a été une étape, mais évidemment, vous avez entendu les conclusions de ce bureau politique d'août 2020, qui a donc décidé que notre parti ne se fonde pas dans une autre organisation politique. Or, l'option qui était faite au RHDP était que nous abandonnions donc l'UDPCI, et donc nous mettons fin à la vie de l'UDPCI, ce que la majorité des militants n'acceptaient pas, et donc c'est ça principalement qui nous a fait sortir du RHDP. Donc ce n'était pas tant le choix d'Amadou Gon Coulibaly, parce que pour beaucoup, vous aspiriez à être le candidat du RHDP. Bien sûr, c'est vrai que nous n'avons pas eu l'occasion de faire... Vous auriez aimé être le choix du RHDP. Le congrès de l'UDPCI, le congrès extraordinaire qui nous a autorisés à aller donc aux discussions dans le cadre du RHDP, a pris la décision, premièrement, que l'UDPCI ne soit pas dissoute, deuxièmement, que nous fassions l'offre de notre candidature au RHDP. Il n'y a pas eu d'opportunité pour faire l'offre de candidature. Vous avez tous vu comment la réunion de mars 2020 s'est organisée. Est-ce que vous avez des regrets, justement? Regret, non. Vous savez, dans la vie, nous assumons toujours ce que nous faisons. Moi, ce qui me conforte,
c'est d'être en phase avec la base, avec les militants de l'UDPCI. Et je pense que tous ont approuvé ce que nous avons fait. Sinon, à la majorité écrasante, à partir de ce moment, je n'ai aucun regret. Est-ce que vous auriez aimé être choisi à la place d'Amadou Gon Coulibaly? Mais bien sûr. Bien sûr que l'UDPCI voulait que je sois candidat. Et nous avons voulu être donc le candidat, bien entendu, du RHDP. Donc si vous aviez été choisi, vous ne serez pas sorti du RHDP? Si nous avions été choisis et qu'on nous demandait de dissoudre l'UDPCI, certainement que j'aurais soumis la question aux militants du parti. C'est ce que j'ai fait à l'occasion du bureau politique. On ne vous a pas souvent entendu indiquer ce point de vue sur les antennes, notamment dans les interviews. Nous l'avons suffisamment indiqué. Bon, vous savez, des fois, le sentiment qui a prévalu, des fois, les gens font semblant de ne pas entendre ce que nous disons parce que, justement, ils veulent, ils s'attendent à ce que notre départ soit justifié parce qu'ils ont à l'esprit. Cissé Ibrahim Bakongo, et si on commentait un peu l'actualité nationale, volontiers, marquée par la naissance d'un mouvement dit de l'Union du Grand Nord. C'est ça. C'est une question qui suscite beaucoup de polémiques, beaucoup de débats, notamment sur les réseaux sociaux. Ouais. On estime que c'est un repli identitaire qui peut être dangereux pour la bonne santé de la cohésion sociale. Commentaire? Oui, ben je lis des interventions sur la presse en ligne, mais aujourd'hui même encore, j'ai lu une contribution de l'ancien préfet d'Abidjan. Tout cela m'amuse. Cela m'amuse parce que l'Union des cadres élus du Grand Nord, ce n'est qu'une association, comme il en existe 1000, pour ne pas dire des milliers dans notre pays. Pour l'histoire, sachez tout simplement que dans ce pays, il a existé différents cercles regroupant donc des régions de la Côte d'Ivoire, le cercle du Grand Ouest. Le cercle du Grand Ouest a existé. Le président du cercle du Grand Ouest, c'était le ministre d'État Émile Constant Bombé. Il y a eu également une autre union. Il y a eu également une autre union, l'union des originaires des 6 cercles de l'Ouest, créée en octobre 1944. Il y a aujourd'hui l'association des Achans qui existe, qui fonctionne. Il y a l'association des élus et cadres du PDCI. Donc ce que vous êtes en train de dire, c'est que c'est une association comme toutes les autres. Je dis tout simplement que ce n'est ni la première ni la seule association régionale qui ne remet pas en cause, contrairement à ce que certains prétendent, les dispositions de l'article 49 de la Constitution qui disent que la République est une et indivisible. En quoi une association régionale, une mutuelle de développement peut mettre en cause l'unité du pays ou l'indivisibilité de la République? En quoi? Donc, on est en train tout simplement de susciter une tempête dans un verre d'eau sur une question qui n'en vaut pas la peine. Yao, Jules nous dit, êtes-vous pour une candidature de Laurent Gbagbo en 2025? Pourquoi? Bon, je connais peut-être la réponse, mais je vous laisse répondre. Oui. Ben, je pense que Laurent Gbagbo, et c'est l'un des enjeux de la création de ce nouveau parti, il répond à tout ça. Ce sera l'instrument de lutte? Voilà. D'aucuns ont dit que Laurent Gbagbo retourne en Côte d'Ivoire pour aller s'asseoir à Mama. Laurent Gbagbo retourne en Côte d'Ivoire pour se venger. Non, la création de son nouveau parti répond à tout ça. Parce qu'on ne crée pas un parti pour aller s'asseoir à Mama. On ne crée pas un parti pour se venger ou bien pour faire la guerre. On crée un parti pour exercer le pouvoir d'État, pour aller à la conquête du pouvoir d'État. Et donc, le président Laurent Gbagbo est revenu d'exil, plutôt de prison, auréolé de son acquittement, de sa victoire. Voilà, il a toutes ses aptitudes et je pense qu'il a un grand projet pour la Côte d'Ivoire. Il a un grand projet pour l'Afrique et je vous invite au Congrès. Il va déballer ce projet, il va parler à l'Afrique, il va parler à la Côte d'Ivoire, il va parler au monde entier. Et je pense que c'est quelqu'un qui a encore quelque chose à donner à ce pays. Quelque chose à donner à ce pays. Et moi, en toute honnêteté, je suis prêt à l'accompagner dans cette autre aventure en 2025. Très bien. Dernière question. Elle nous vient cette fois-ci de Fulbert Nguessan qui dit « N'aviez-vous pas d'autre recours à part déchirer les résultats des élections en 2010 ?» Bon, on en a déjà parlé, mais si vous voulez commenter. Non, c'est du passé. D'accord. C'est du passé. D'accord. C'est vraiment du passé. Et je prie pour notre pays
afin que tout ce qui a présidé, tout ce qui a occasionné ce spectacle-là ne se reproduise plus. Vivement. Vivement. Parce que ce spectacle, c'est la conséquence de certaines pratiques que forcément tout le monde n'a pas vues. C'est cela. Donc tout le monde n'est pas informé. Voilà. Donc nous ne vous disons pas que ce qui a présidé à ces événements-là se répète. Voilà. Et que nous partions de l'avant. Napé Gadier nous dit, vous êtes PDCI, comment vous êtes-vous trouvé candidat du RDR contre le candidat du PDCI au Conseil régional du handball? Parce qu'on ne s'était pas entendu, tout simplement. Et au dernier moment, il y en a qui ont voulu maintenir une candidature PDCI, une candidature RDR, d'autres candidatures. Et ma liste, qui était déjà prête pour être la liste RHDP, nous l'avons tout simplement mis au niveau du RDR avec l'accord du président Henri Konan Bédié à l'époque, parce qu'il n'était pas content des manigances qui avaient été mises en place par certains, qui avaient simplement dit, justement, on veut quelqu'un de plus âgé et tout cela. Et puis ça s'est fait... Pourtant, vous disiez tout à l'heure que vous n'avez jamais porté la bannière RDR. Non, en tant que carte. Et je me souviens encore, lors de la campagne, j'ai dit... Moi, je représente mieux que tout le monde l'alliance RHDP, puisque je suis sur une liste RDR avec une carte PDCI en poche que j'ai montrée lors d'un meeting. Jean-Luc Billon, est-ce que c'est cohérent tout ça? Est-ce qu'il y a de la clarté dans cette attitude que d'avoir une carte PDCI et d'être un candidat RDR? Non, pour nous, on était RHDP. On était dans une alliance. Et cette alliance, quand elle a été dénoncée, chacun est reparti à la maison. Si c'était un Comme par enchantement, il y en a qui se réclamaient PDCI pur et dur et qui sont allés au niveau du RDR. Mais je vous dis que le PDCI ne retournera pas au RHDP. Je vais m'y opposer. C'est le RHDP, le RDR qui doit venir au PDCI si jamais ça doit se faire. Parce qu'ils sont partis du PDCI pour aller ailleurs. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas un enfant qui demande au père de prendre le nom de l'enfant. Nguessan Joséphine qui dit « Depuis votre exil, vous avez traité le président Ouattara de dictateur. Vous êtes revenu au bercail. Maintenant, est-il dictateur ou pas ?» Question cash. Oui, merci beaucoup pour la question. En fait, le terme de dictateur, c'est selon. Vous voyez, quand dans un pays, la démocratie ne fonctionne pas bien, on décrit la CEI, rien ne change. On décrit, par exemple, la justice, rien ne change. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples prend une décision pour dire M. Laurent Gbagbo, M. Guillaume Soro doivent être remis sur la liste électorale, rien n'y fit, etc. Donc, vous voyez que quelque part, oui, on considère qu'on est bâillonné. Quand l'opposition manifeste, il y a des gens qui viennent les agresser, etc. Donc, c'est un ensemble de faits, d'accord? Mais, à la vérité, aujourd'hui, quand nous rentrons dans le pays, on participe. C'est-à-dire que M. Ouattara lui-même aussi, à un moment donné, a réalisé aussi quand même que c'était assez corsé. Il y a une certaine ouverture aujourd'hui. Le président Laurent Gbagbo, on a passé 10 ans. Même il avait été acquitté, mais il n'était pas encore rentré. Il a été acquitté depuis le 15 janvier 2019. Et il est resté à Bruxelles. Donc, quand le dirigeant, à un moment donné, pose des pas qui vont dans le sens de la réconciliation, il ne faut pas rester dans la posture de l'opposant guindé qui veut toujours... Non, moi je pense qu'il y a eu un temps où on s'est affronté. D'ailleurs, nous encore, c'était un bel affrontement. Il n'y avait pas de machette, il n'y avait pas d'armes. Ce n'était que des analyses, des réflexions. C'est ce que j'ai dit au passage à la juge. Je ne suis pas un activiste armé. J'ai mon intellect et j'ai mon verbe. C'est ce qu'on a fait. Amani qui dit « Qu'est-ce qui explique que votre région soit à chaque scrutin politique le théâtre de violence ?» Cela s'est fait par le passé. En 2020, nous n'avons pas été le théâtre de violence. Très bien. Les choses ont très bien évolué. Nous n'avons que des ambassadeurs de la paix et les populations sont jalouses de la paix. Elles veulent maintenir cette paix-là, quels que soient donc les enjeux. D'accord. La prochaine question, cette fois-ci, elle vient de Souleymane Diarra-Souba qui dit « Assumez-vous le sobriquet de Maman Bulldozer ?» C'est vrai qu'on a entendu beaucoup d'Ivoiriens vous donner ce sobriquet. Moi, j'ai plutôt lu quelque part, vous préférez le sobriquet de Maman Propreté, à l'époque. C'est cela? Écoutez, moi je considère que j'ai un travail à faire, je le fais. Tout à fait. Si ça fait plaisir aux Ivoiriens de m'appeler Maman Bulldozer, c'est tant mieux. Alors ça veut dire qu'ils ont bien compris que les bulldozers ont servi à quelque chose. Si c'est Maman Propreté, ils ont compris également que la propreté c'est la vie. Et je pense que chacun des Ivoiriens donc, devrait s'appeler tonton, tanti propreté, papa propreté, papa bulldozer. Pourquoi pas, pendant qu'on y est.
Très bien. Alors, la prochaine question. Que faites-vous pour les jeunes du Cavali? Sébastien Goué. Pour les jeunes du Cavali, écoutez, nous cherchons des opportunités. Et avec le ministre de la promotion de la jeunesse, il y a donc tous les programmes et tous les projets développés au niveau national le sont également pour le Cavali. Le ministre y a déjà été à 2 reprises. Il y sera encore une fois avant la fin de l'année, tout simplement pour dire que notre jeunesse est prise en main. La priorité des priorités, c'était de faire en sorte que la jeunesse tourne le dos à la violence. Nous avons atteint cet objectif. Et je voulais saisir cette opportunité pour rendre hommage à tous ceux qui étaient à l'époque des ex-combattants, qui avaient pris des armes, qui avaient constitué des groupes d'autodéfense, des milices, mais qui sont aujourd'hui ambassadeurs de la paix et qui veulent que leur vie change. Leur vie change progressivement, parce que progressivement, ces jeunes ont des opportunités de création de petites entreprises, etc. Nous voulons améliorer, accélérer, de telle sorte qu'à 2025, les résultats soient meilleurs. Karagbe qui dit les élèves ne craignent rien et personne. Le retour de la chicotte est-elle une solution pour les mettre dans les rangs? Que répondez-vous? Non, pas besoin de chicotte de mettre quelqu'un dans les rangs. Il y a le bâton, il y a la carotte. Aujourd'hui, vous allez voir que chaque année, à la même époque, avant notre intervention, il y avait un affrontement entre la FECI et la police. Depuis le 16 août 2016, où nous avons commencé à travailler avec la FECI, chaque année, à la même époque, c'est des matchs de football. On n'a pas eu besoin de... Travaillons sur l'intellect, travaillons sur le mind, travaillons sur l'esprit. Éduquer, c'est transformer l'esprit, non déformer l'esprit. La chicotte est un aveu. La chicotte est un aveu d'éducation. La chicotte est un échec de l'éducation. C'est vrai qu'on nous a chicotés, mais ce n'est pas ce qui nous a fait travailler à l'école. Enfin, c'est relatif, hein, docteur. Ouais. Alors, on poursuit avec les questions de nos internautes. Cette fois, elles nous viennent de Guindo Aboussei, qui dit « Le gouvernement est-il impuissant face à ce phénomène ?» Le gouvernement, c'est nous tous. L'État, c'est nous tous. J'ai dit que chaque citoyen est un décideur qui s'ignore. Nous avons agi sur le terrain à Yamoussoukro. Yamoussoukro, c'est près de 3000 élèves. Pourquoi une décision d'un citoyen arrive à calmer? On peut rester là comme des spectateurs. Un tel impuissant, mais ça ne va pas régler le problème. D'un côté, il y a un groupe qui s'est plaint, c'est normal. Mais d'un autre côté, il faut y ait des acteurs qui arrivent à résoudre les problèmes qui se posent dans la société. Notre volonté d'indépendance doit s'accompagner à notre capacité de résoudre les problèmes qui se posent à nous. Au lieu de chaque fois d'écrire. Qu'est-ce qu'il fait? Chaque citoyen est un décideur qui s'ignore. Très bien, on poursuit avec les questions de nos internautes qui ont été nombreux à réagir. Quelles sont les causes profondes des congés anticipés? Ndri Herman Kofi. On en a parlé tout le long de cette émission. Récapitulatif. D'abord, la Côte d'Ivoire a subi une crise, ça a des effets. Les effectifs pléthoriques, l'école ne fait plus rêver. L'absence d'autorité, les enfants ne sentent plus la discipline. Et j'insiste là-dessus. Les écoles où il y a la discipline, vous ne pourrez jamais voir des congés anticipés. Donc, il faut reprendre le contrôle sur la discipline de nos enfants. Raymond Konankwame qui dit « Expliquez-nous pourquoi la fabrication d'une simple pièce prend tout ce temps. » OK. Alors, ce que je tiens à dire... Expliquez-nous progressivement le process. Oui. Peut-être que vous l'avez déjà fait, mais... Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'il ne s'agit justement pas d'une simple pièce. C'est déjà la base, c'est déjà ça. Il est vrai qu'auparavant, il y avait des cartes qui étaient produites dans des commissariats, et cette question revient souvent. Ce que je tiens à dire, c'est qu'il ne s'agit pas de produire sur un masque de saisie, à partir d'un masque de saisie, des données alphanumériques et produire et imprimer sur du PVC une carte que nous pouvons remettre à des personnes. Il s'agit ici d'une carte hautement sécurisée qui est un document de voyage. Donc il faut dire que... C'est une carte qui peut remplacer le passeport, c'est ce que vous dites? Oui, c'est une carte justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est issue d'une directive de la CEDEAO qui date de 2014 et qui a vocation... Donc on pourra utiliser pour voyager seulement dans l'espace CEDEAO? Dans l'espace CEDEAO. Au-delà? Oui, c'est déjà l'espace CEDEAO, il est quand même large. Mais c'est un document de voyage. Et d'ailleurs, si vous remarquez au verso de la carte, en bas, vous verrez une zone appelée zone MRZ qui est similaire à votre passeport, hein, qui permet donc de pouvoir être lu, justement, au passeport, de pouvoir être lu donc, sur certains dispositifs aux frontières. Donc, c'est un document de voyage. En plus,
cette carte, justement, est une carte électronique. La Côte d'Ivoire fait partie des quelques pays dans le monde, justement, qui ont une carte aussi avancée, qui est une carte électronique, hautement sécurisée, et qui va permettre donc certains usages, dont justement la signature électronique des documents, qui va permettre d'offrir des services de vérification d'identité à diverses entités. C'est une carte très avancée, donc il ne s'agit pas ici donc d'une simple carte, en réalité. Goun François qui dit l'UDPCI est confiné dans l'Ouest montagneux. Quelle stratégie pour conquérir les autres régions de la Côte d'Ivoire? On en a parlé un tout petit peu, mais vous pouvez revenir là-dessus. J'ai l'impression que c'est un de mes militants, etc. Oh, oui, d'accord, très bien. C'est une belle question d'ailleurs. Il veut que nous sortons. Je voudrais lui dire que nous sommes déjà sortis des montagnes, mais pas suffisamment, pas longtemps. Et donc, nous sommes en train de procéder à une restructuration du parti qui va faire que nous allons reprendre le travail de terrain. Et évidemment, dans ce cadre-là, il y a quelques poches qui sont disponibles que nous allons essayer d'élargir. Très bien. La prochaine question, elle nous vient cette fois-ci de Bertrand Kouassi qui dit « Accepteriez-vous de participer à un autre gouvernement du président Ouattara s'il vous fait appel ?» Non, je pense que nous ne sommes pas dans une logique de dire que nous allons participer à un gouvernement ou pas. Je me suis retrouvé dans un gouvernement du président Ouattara dans le cadre d'une participation de l'UDPCI à la coalition du RHDP. Nous en sommes sortis. Nous n'avons rien qui puisse nous conduire à ça. Donc, je ne pense pas que ce soit une question opportune. On poursuit avec les questions de nos internautes. La prochaine nous vient de Gérard qui dit « Vous êtes président du conseil régional du Tongpi. Que faites-vous pour la voix d'Anané Zouanouyen, une voix très dégradée ?» Ben voilà, bon, c'est pas ça, c'est pas le président de la région. C'est une voix nationale. C'est l'État de Côte d'Ivoire. Et cette voix attend depuis 2012 sa réhabilitation qui a été annoncée par le chef de l'État à l'occasion de sa première tournée dans l'Ouest montagneux. Cette voie continue d'attendre. Vous avez quand même été au gouvernement, vous aurez pu peser de tout votre poids. Et vous pensez que je ne le dis pas, moi je vous pose des questions. Je voudrais dire que mon ami Ahmed Bakayoko, un jour à Mans, quand je l'ai amené, témoignait devant les parents en disant « Votre fils, il se préoccupe des questions de la région parce que chaque mercredi, il a des bouts de papier. » Et effectivement, j'arrivais avec des bouts de papier. Je partais voir chaque ministre sectoriel qui avait des activités dans ma région et je discutais la question de la route, parce que cette route aussi, je la prends. Je veux vous dire que cette route fait que ma mère ne peut plus venir me voir à Abidjan, ni même maman, parce qu'elle a pris cette route une fois, elle m'a dit « je ne monte plus en voiture ». Très bien. Prochaine question. Quels sont vos rapports actuels avec Guillaume Soro-Kigbafori? Une question de Doumbia Salif. Oh, c'est un frère, c'est un ami. C'est dommage qu'on ne se parle pas régulièrement, mais Guillaume reste un ami. Un ami, à la faveur de la présidentielle de 2020, vous vous êtes parlé? Ah oui, à la faveur de... Oui, bien sûr, nous nous sommes parlé même après ça. Et quelle solution vous préconiseriez pour la gestion de son cas notamment? Moi, je voudrais qu'on laisse Soro Guillaume rentrer pour prendre toute sa place dans le processus de réconciliation nationale. Et c'est une demande forte que nous faisons et nous souhaitons que le chef de l'État soit sensible à cela. Kone Youssoufou Doumbia qui dit « Monsieur le maire, je ne comprends pas pourquoi la voie qui passe devant le commissariat et l'hôpital est interdite aux taxis-compteurs et taxis communaux. » Ben, cette voie a été interdite aux taxis-compteurs et aux taxis communaux parce que les taxis que vous appelez les taxis communaux, c'est-à-dire les Ouro-Ouro, provoquaient dans cette voie un véritable désordre. Il y avait au dos de la mairie, du bâtiment de la mairie, une gare, juste une gare, voilà, les syndicalistes étaient assis juste derrière. Nous avons décidé donc de faire en sorte que la voie qui passe devant la grande mosquée, à partir du carrefour de la grande mosquée pour arriver à la mairie, et celle qui commence par le carrefour, comment est-ce que vous appelez, de la pharmacie du Soleil, jusqu'à Giacouna, que ces deux voies-là ne puissent pas être empruntées par les taxis Orange et les taxis communaux
pour mettre un peu d'ordre, également pour des raisons de sécurité. Très bien. Tous les usagers de la mairie qui viennent là, que tout le monde, que les gens se sentent en sécurité. Sinon, ce n'était pas facile. Alors, je prends une question en direct tout de suite de Brahim Assanogo qui dit « À quand l'adressage des rues de Koumassi ?» C'est un projet que vous avez en vue? Oui, c'est un projet que nous avons lancé. Mais est-ce qu'il faut parler d'adressage? Oui et non. En réalité, nous avons décidé de baptiser les rues. Voilà, de noms de personnalités célèbres qui ont marqué la commune, les maires, ainsi de suite. Neuilly Raymond, d'ailleurs, la voie qui passe devant le foyer des jeunes a été baptisée boulevard Neuilly Yapi Raymond. La voie qui passe devant la Maison Blanche, c'est Adoua Salé, et ainsi de suite. La voie qui passe devant le marché Bouroubou. Non, pas ce marché. On a baptisé une autre voie du nom du tout premier maire. Voilà. Et donc, ce n'est pas un adressage, il s'agit de baptiser. C'est un baptême de certaines grandes artères de la commune. Il s'agit de baptiser, ou en tout cas des dénominations de voies. D'accord. Voilà. Prochaine question d'internaute. Cette fois-ci, Yakou nous dit que devient votre amitié avec Guillaume Soro à l'état actuel des choses. Bon, vous avez déjà répondu, mais si vous voulez dire un mot là-dessus, sinon on prend la prochaine question. Non, en tout cas, je n'ai jamais été plus que d'autres amis de Soro Guillaume. Voilà, donc Soro Guillaume, comme je l'ai dit, je l'ai rencontré en tant que ministre dans le gouvernement qu'il dirigeait, aussi bien sous le régime de Laurent Gbagbo que sous le régime du président Alassane Ouattara. J'ai fait tout ce que je pouvais faire pour que Soro Guillaume et les autres cadres de notre parti puissent nous éviter un certain nombre de situations. J'ai même, pour la petite histoire, enfermé un jour de 2007, Soro Guillaume et Amadou Gon Coulibaly, paix à son âme, dans la suite de Soro Guillaume, la suite 468, ils sont restés dans cette suite-là de 10h à 16h, et à deux, pas trois, il n'y avait pas une troisième personne. Quand ils sont sortis, l'un et l'autre m'ont dit merci. J'ai fait tout ce que je pouvais faire, peut-être par naïveté, en pensant que je pouvais réussir là où des ambitions étaient tapis dans l'ombre. Malheureusement, je n'ai pas réussi. Aujourd'hui, Soro Guillaume est sur sa voie. Je suis sur la mienne. La mienne, c'est le RHDP. Il faut que ce procès à sorcellerie qui m'est fait prenne fin un jour. Mais dans tous les cas, moi, j'avance. Je n'ai pas de compte à rendre de mes amitiés et des immunités à qui que ce soit. Alain Stéphane Fabrice Gouley qui dit « Pourquoi ne faites-vous rien pour les victimes de guerre non indemnisées pendant que vous posez des actes en faveur de la cohésion sociale et la paix ?» C'est peut-être une méconnaissance du dossier. On peut être informé, mais quand on a une méconnaissance, les victimes de guerre, c'est large. Il y a une transversalité. Qui sont les victimes de guerre? Les victimes de guerre, il y a des orphelins. Il y a des veuves, il y a des déplacés. Parce que les victimes, ce n'est pas seulement celles qui sont décédées, mais c'est tous ceux qui ont subi des affres de cette crise. Et quand on ne les maîtrise pas, c'est un peu difficile de s'engager. Moi, je ne m'engage pas sur des sujets que je ne connais pas. C'est vrai qu'avec le PNCS à l'époque, le Programme national de la cohésion sociale, on avait mis un partenariat qui tendait à aller vers là. Mais bon, après ce partenariat, le ministre a été, la directrice a été nommée au gouvernement, donc les choses n'ont pas suivi après. Mais mieux vaut tard que jamais, je ne sais pas. On se penchera sur ce sujet-là dès qu'on aura tous les ingrédients. Très bien. Prochaine question. Cette fois-ci, elle nous vient d'Ibrahim Fofana qui dit « Qu'est-ce qui s'est réellement passé entre vous et feu Didier Arafat ?» Au fait, il n'y avait rien. C'était beaucoup de spéculations. C'était beaucoup de spéculations. Il y a des choses... Le jour de son décès, c'est quelque chose qui m'a... Parce que je me suis dit, lui et moi, on s'est donné le temps de se voir et puis un jour dire aux Ivoiriens que c'était de la comédie. Et puis, malheureusement, c'est pas nous qui décidons, c'est le temps
qui décide, c'est Dieu qui décide. Et il est parti avant, parce que je savais très bien que, parce qu'au moment où il décidait, moi j'étais en France, et il était déjà en contact avec Manadia pour pouvoir passer, saluer le grand frère que je suis. Et malheureusement, ça n'a pas eu lieu, mais il n'y a rien eu. Et je peux vous dire que pour moi, c'est quelqu'un qui m'a toujours respecté en tout lieu, en toutes circonstances. Mais sur les réseaux sociaux, c'était quelqu'un d'autre. Or, moi, je ne savais pas rentrer dans ce jeu de répondre aux gens sur les réseaux sociaux. Donc, on laissait croire que c'était la victime. Pourquoi l'autre, il ne dit rien? Mais je ne dis jamais rien. Pour ceux qui me connaissent, je ne dis jamais rien. Je garde tout. Et puis, voilà, le jour où ça s'arrange, ça va s'arranger. J'ai eu quand même à faire une vidéo où je me suis adressé à lui en tant que grand frère, où je lui ai parlé. D'ailleurs, c'est la seule vidéo. Et je suis heureux de l'avoir fait avant sa mort, parce qu'au moins, il m'aurait entendu. Et malheureusement, la mort nous a séparés. Et puis bon, que son âme repose en paix.